C'est l'heure de retrouver Jean Lebrun pour comprendre un monde qui change, titre emprunté à la collection de notre partenaire Le Monde Histoire, dont le nouveau numéro vient de sortir. Celui-là est consacré à l'histoire de l'État-providence. Pour en parler avec nous, Michel Noblecourt, comme samedi dernier, vous restez avec nous, nous avons le plaisir de vous garder. Vous êtes éditorialiste au journal Le Monde, bonjour. Bonjour. Donc vous avez rédigé cette introduction de ce volume 13, un modèle à réinventer. L'État-providence, un modèle à réinventer. Alors effectivement, ça se réinvente et ça nous renvoie à la fin des années 70 où le chômage monte, l'État a de plus en plus de mal à indemniser les chômeurs et tout cela, entre autres, crée de la pauvreté, crée de l'exclusion et là il y a une prise de conscience de ce phénomène de l'exclusion. De grandes voix, de grands esprits disent il faut lutter contre l'exclusion dans un pays moderne, on ne peut pas laisser des gens dans la pauvreté sans ressources. C'est ça l'État-providence aussi. C'est aussi ça l'État-providence, absolument. C'est de servir donc de barrage à l'exclusion, de barrage à la pauvreté. Et un des premiers à prendre conscience de ce phénomène, c'est René Lenoir qui publie effectivement à la fin des années 70 son livre qui s'appelle Les Exclus. Et il tire un peu la sonnette d'alarme effectivement sur tous ceux qui se retrouvent en dehors du système. On parle parfois aujourd'hui des inclus, des exclus. Donc là, on voit comment ça apparaître les exclus, c'est-à-dire ceux qui tombent, ils prennent le descenseur social. Et donc, ils tombent dans la précarité, ils tombent dans la pauvreté, ils se marginalisent. Et donc, il faut que la société et donc l'État-providence se dote de nouveaux outils. Donc, réinvente des outils pour tenir compte d'une de ses missions qui est de venir en aide aux plus démunis. Sauf que les outils, Michel Noblecourt, ils sont inventés souvent par la société civile. Voilà un mot qui aussi apparaît à cette époque. Coluche, à qui avait été interdit l'accès à l'élection présidentielle. C'est lui qui crée les restaurants du cœur. Et c'est presque une crise philosophique, ça, pour l'État-providence qui se dit, il faut quand même que nous puissions inventer quelque chose de correspondant. Et ça va être l'invention du RMI. Ça va être l'invention du RMI, effectivement. C'est pas forcément des technocrates qui vont effectivement se doter des nouveaux outils. Le RMI, il vient au départ d'un rapport qui a été fait par le père Joseph Wresinski, qui était le fondateur et le président d'ATD Quart Monde, donc qui effectivement s'occupait spécialement des exclus, des pauvres. Et donc c'est un rapport qui est publié en 1987. Et c'est à la suite de ce texte que le Premier ministre Michel Rocard, en 1988, eh bien, va effectivement mettre en place ce revenu minimum d'insertion qui donc sera une des grandes réformes du second septennat de François Mitterrand. Alors à la tête de la commission des affaires sociales à l'époque à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Bélorgey, et ceux qui dans la majorité fournissent un soutien sans condition, ce sont les communistes à l'époque. Archives, octobre 1988, André Lajoigny. Nous avons toujours mené la lutte contre la pauvreté pour aider les plus démunis, donc nous considérons que ce projet est en quelque sorte le résultat de notre action. Alors le gouvernement pourrait être le plus heureux du monde si les socialistes voulaient bien suivre comme un seul homme. Mais pour les députés du PS, le RMI est avant tout un droit qui doit être ouvert au plus grand nombre. Amendements à l'appui, le groupe demande donc des conditions d'attribution moins rigoureuses. À la clé, un risque, celui de faire passer le revenu avant l'insertion, de faire de l'assistance sociale sans formation professionnelle. Ce principe, il ne peut se réduire au seul droit à l'allocation, si commode que cela puisse paraître. Il y a des nœuds, on entendait Claude Évin, alors député socialiste, des nœuds de contradiction. Le seuil, l'âge, 25 ans, l'effort d'insertion demandé. L'effort d'insertion demandé, c'était un des grands débats sur le RMI, parce qu'effectivement, le RMI ne se confondait pas avec de l'assistance pure et simple. Donc son but était d'insérer, même plutôt de réinsérer, je dirais, donc des personnes qui étaient totalement sorties de système, qui n'étaient dans aucun réseau, qui n'était bénéficié d'aucun filet de protection. Et donc, c'était effectivement une tâche très, très ardue de les réinsérer. Et donc, il était prévu que ce revenu dépendait en fait d'un effort d'insertion et donc d'un effort de formation de la part des bénéficiaires. Et c'était un peu le volet le plus faible de ce RMI. Aussi prévu que les bénéficiaires potentiels s'inscrivent facilement. Le principe de votre collection, Un monde qui change, c'est de reproduire des articles, des collections du Monde. Celui de Noël 88
qui est consacré au premier RMI distribué, indique qu'il y a des gens qui ont peur de se faire inscrire. Il y a aussi des gens qui ont honte. Le plus grave, à côté de la précarisation, c'est la désaffiliation. On n'a plus de réseau relationnel qui vous mette en contact avec les administrations distributrices. Oui, absolument. On est hors circuit et en plus, bon, le RMI, c'est effectivement une démarche qui était souvent difficile à faire parce que demander le RMI, quelque part, c'est reconnaître que l'on est pauvre. Et donc, c'est quelque part, il y a une certaine honte, effectivement, à s'afficher comme RMiste. Et comme vous l'avez dit, solidarité active, ça veut dire que le modèle, il se réinvente là. C'est-à-dire qu'on demande une contrepartie, solidarité active. Et j'en arrive à ma question, qui est la question du numéro 13, État-providence, un modèle à réinventer. Comment on réinvente un modèle qui est mis à mal en ce moment par la crise et par des discours qu'on entend et qui nous disent mais l'État ne peut plus parce qu'il n'a pas les ressources. Donc on va passer à autre chose. Comment on réinvente l'État-providence avec des raisonnements comme ça? L'État-providence, effectivement, est à réinventer dans la mesure où aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas faire face à toutes ces missions. Il a joué un rôle dans la mesure où il a quand même permis par la redistribution de réduire un certain nombre d'inégalités. On peut imaginer que la situation de crise serait pire aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet État-providence. Mais en même temps, eh bien, qui dit providence, dit augmentation des dépenses, donc dit déficit. Et donc, une société ne peut pas vivre à crédit. Et donc, reporter sur les générations futures les dépenses que l'on doit faire pour assurer effectivement les protections minimales. Donc, il faut le réinventer, c'est-à-dire, je crois qu'il faut à la fois le rendre plus efficace, à la fois lui permettre de mieux cibler les aides qu'il distribue. Elle devrait aller en priorité pour ceux qui sont les plus démunis, encore une fois. Et puis, effectivement, donc, être davantage en lien, en association, en relation avec la société civile, mettre en jeu les associations, le mouvement social, et puis bien sûr poursuivre aussi la décentralisation. Donc l'État ne peut pas tout faire à lui seul. Donc on n'est plus en présence d'un État omnipotent qui assure à tous des prestations. C'est aussi accepter qu'un État qui distribue est aussi un État qui ponctionne. Mais ça, c'est une question politique intéressante. Absolument. On n'a pas le temps d'en parler, hélas. Donc je vous renvoie à la lecture de État-providence, un modèle à réinventer dans la collection Comprendre un monde qui change. Merci Michel Noblecourt. Merci. Merci Jean Lebrun. À samedi.